Bonjour à tous. Donc juste un petit rapidement sur mon parcours. Donc j'ai travaillé dans l'enseignement secondaire pendant quelques années, il y a de ça maintenant 10 ans, avant d'arriver à l'UNIF sur un poste d'assistant pédagogique où je m'occupais essentiellement de donner cours et de développer différents outils pédagogiques. Et dans ce cadre-là, j'effectue pour le moment une thèse de doctorat sous la direction de Marie Zoubek. Alors, le projet ici qu'on a voulu lancer, en fait, il s'est inscrit dans un contexte particulier puisqu'on est en train pour le moment de réaliser un MOOC socle qui a pour but de faciliter la transition entre le secondaire et le supérieur dans le cadre des cours de physique qui sont donnés à la fois dans le secondaire et dans le supérieur. Et on a voulu démarrer chacune des séquences du MOOC par la mise en évidence d'une conception spontanée ou d'une conception erronée, ou en tout cas de difficultés récurrentes que les étudiants rencontrent. Et en particulier, on en a mis une en évidence qui est la mauvaise compréhension dans le calcul vectoriel, dans le traitement du tir parabolique. Et donc, on a voulu mesurer ça avec ma collègue Pauline Toussaint, avec qui je réalise ce MOOC à l'heure actuelle, et voir à quel point, dans les différentes sections, est-ce que, ces problèmes dans le calcul vectoriel, dans l'étude du mouvement parabolique, est-ce qu'ils sont présents vraiment chez tout le monde? Parce qu'on sait qu'il y a des sections qui ont des examens d'entrée, d'autres pas. Et est-ce que, au fur et à mesure que les semaines passent et que les cours sont donnés avec diverses méthodes pédagogiques, est-ce que ces soucis de compréhension, est-ce que ces conceptions erronées persistent ou non? Alors, une conception, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de connaissances ou de procédures hypothétiques que le chercheur attribue, c'est important, à l'élève dans le but de rendre compte des conduites de l'élève dans un ensemble de situations données. C'est une définition des conceptions relativement récentes sur lesquelles nous avons décidé de nous baser. Et la méthode que nous avons choisie pour réaliser finalement ce projet, c'est de faire un premier test donc portant sur le tir oblique au premier cours de chacune des sections concernées. Donc, toutes les sections concernées, c'est toutes les sections qui ont un cours de physique à leur cursus en première année. Donc, les étudiants n'étaient pas forcément au courant qu'ils allaient être soumis à un test dès le premier cours. Et puis, une fois que les activités d'apprentissage portant sur cette matière, donc en l'occurrence ici la cinématique, ont eu lieu, on est revenu dans les amphis de chacune de ces sections pour faire repasser exactement le même test et voir s'il y avait une évolution dans leur réponse. Alors, on avait 16 sections qu'on a répertoriées comme ayant un cours de physique au premier quadrimestre de leur première année. Et donc, ces sections sont regroupées en 9 cours parce que, par exemple, les sciences biologiques, chimiques, géographiques, géologiques et physiques sont rassemblés ensemble, les ingénieurs civils et architectes aussi, les sciences dentaires et les médecins font partie également d'un cours commun. Et donc, on a une population totale qui a présenté les deux tests de 1155 étudiants qui sont répartis comme suit. Donc, évidemment, les sections ne sont pas équivalentes en termes de population, mais c'est quelque chose dont on a dû faire avec. Alors, première différence majeure entre ces sections, c'est que, comme vous le savez probablement, certaines de ces sections, les ingénieurs civils architectes et les médecins et les dentistes sont soumis à un examen d'entrée pour pouvoir accéder à ces études. Et autre petite particularité, c'est que en sciences biomédicales et un tout petit peu moins en sciences pharmaceutiques, on va retrouver énormément d'étudiants qui ont tenté l'examen d'entrée, l'examen d'admission en médecine et dentisterie, l'ont raté et se réorientent vers ces sections-là afin de repasser plus tard en médecine. Donc ça veut dire qu'on a des étudiants qui ont été sélectionnés en ingénieur et en médecine et dentisterie, qui ont été sélectionnés positivement sur base d'une réussite à un examen d'entrée, et a priori quand même des étudiants un tout petit peu plus faibles en sciences biomédicales particulières. Alors voilà la dia qu'on a projetée dans chacun des amphis lorsqu'on a fait passer le test. Donc, en gros, on présentait un footballeur qui va simplement shotter dans le ballon. Le ballon va donc décrire une trajectoire parabolique. Et on posait les 4 mêmes questions en 3 situations différentes. Lorsque le ballon se situe au sommet de la trajectoire, lorsque le ballon va percuter le sol, on leur repose ces 4 mêmes questions au niveau du sol. Mais si le ballon n'atterrit pas sur un sol dur, mais sur un sol mou, comme par exemple de l'eau. Donc, les étudiants ont présenté rapidement le contexte dans les amphis, on publiait cette dia-là, on avait évidemment auparavant distribué les formulaires de réponse, et les étudiants avaient 6 minutes pour répondre à ces 12 questions. Alors, un petit peu de physique pour continuer. Donc, quand le footballeur va shotter dans le ballon, il va conférer à ce ballon une vitesse initiale qui est orientée obliquement par rapport, en tout cas, au sol horizontal. Donc, on a choisi un axe X qui est horizontal et dans le sens du mouvement, et un axe Y qui est vertical vers le haut. Et donc, cette vitesse initiale a deux composantes, V0X horizontal et V0Y verticale.
Au sommet, en fait, le vecteur vitesse étant toujours tangent à la trajectoire, la composante verticale sera nulle. C'est ça que les étudiants devaient interpréter correctement. Et au niveau du sol, de nouveau, puisque le vecteur vitesse va être tangent à la trajectoire, il va pointer obliquement vers le bas. Donc, on va toujours garder la même composante horizontale de la vitesse. Mais par contre, cette fois-ci, on aura une composante verticale qui est négative et donc orientée vers le bas. Et donc, les bonnes réponses étaient que toutes ces grandeurs, donc j'ai oublié quand même de préciser qu'on demandait si la composante horizontale de la vitesse, la composante verticale de la vitesse, la norme du vecteur vitesse et la norme du vecteur accélération étaient nulles ou non nulles. C'est simplement ce choix que les différents étudiants auxquels on a soumis le test devaient faire. Et donc, les bonnes réponses, c'est que toutes les grandeurs sont non nulles, à l'exception notable de la composante verticale de la vitesse au sommet de la trajectoire, qui, elle, est nulle, ce qui explique que le ballon verticalement fait demi-tour. Alors, je vais m'intéresser d'un point de vue global donc à la globalité du test et après, je m'intéresserai particulièrement aux réponses des étudiants au sommet de la trajectoire parce que c'est généralement là qu'on rencontre le plus de difficultés, justement dans la différence qu'ils ne vont pas forcément cerner entre les composantes du vecteur et la norme de ce vecteur. Donc, si on s'intéresse uniquement au sommet, donc toutes les grandeurs sont non nulles, sauf encore une fois la vitesse verticale qui est non nulle et qui est nulle, pardon. Et donc, on a 16 combinaisons possibles de réponses pour ces 4 paramètres. Et quand on analyse un petit peu ces 16 combinaisons, on se rend compte qu'il y a 8 combinaisons qui sont physiquement possibles. Il n'y en a évidemment qu'une seule qui est correcte et attendue, mais les 8 autres ont une réalité physique potentielle, tandis que les 8 dernières sont physiquement impossibles. C'est par exemple le cas si on dit que les composantes Vx et Vy sont nulles et que la norme du vecteur est non nulle. Ce n'est évidemment physiquement ni mathématiquement pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? En gros, ce qu'on a obtenu, donc en bleu, c'est les résultats au premier test pour chacune des sections, pardon, et en rouge, c'est les résultats au second test. Donc, on voit que dans chacune des sections, on a une augmentation du score. Donc, ça, c'est le score global, c'est-à-dire qu'on entend par taux de réussite simplement une réussite à 50%. Donc, pour que les étudiants soient considérés comme ayant réussi le test, il faut qu'ils aient minimum 6 sur 12, sachant qu'on parle bien de matières faisant partie généralement des prérequis et qui est vu en 4e secondaire et en 5e secondaire qu'on fasse partie de l'option sciences fortes ou sciences faibles. Donc, c'est de la matière qu'ils ont régulièrement abordée par le passé. Alors, le truc, c'est que si on regarde simplement ça, on n'a pas d'effet de nombre dans les populations et donc on peut très rapidement avoir des sauts si la population est très faible. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est un facteur qu'on a appelé le pourcentage d'étudiants sauvés qui, en gros, est le rapport entre la différence de réussite section par section entre le test 2 et le test 1 sur la différence entre le nombre total d'étudiants et le nombre de réussites au test 1. On a fixé une barre à 50%, il fallait minimum 50% d'étudiants sauvés, c'est un choix tout à fait arbitraire. Et là, on se rend compte qu'on va avoir simplement une évolution conséquente dans différents cours. On ne va pas parler de sections, parce qu'il y a des sections qui sont rassemblées, mais c'est le cas en kiné, sciences de la motricité, en maths, en pharma, en sciences biomédicales et en VT particulièrement. On voit aussi dans certaines sections un effet positif, c'est le cas de la médecine, de la géographie ou de la physique. Et par contre, on a des effets négatifs, c'est-à-dire qu'on a moins d'étudiants qui réussissent au deuxième test qu'au premier. C'est le cas, par exemple, des sciences chimiques. Alors, si on s'intéresse maintenant uniquement au sommet de la trajectoire et qu'on analyse les résultats exactement de la même manière, la réussite ici est considérée à 2 bonnes réponses sur 4. Ça reste évidemment très, très faible pour de la matière qui a déjà été vue à maintes reprises. On constate quand même qu'on a des populations similaires qui reviennent. C'est le cas des kinés et sciences de la motricité, des maths, des sciences biomédicales. On retrouve les géographes, les physiciens et les médecins. Et cette fois-ci, c'est les VT qui ressortent négativement et ont vraiment vu leur score pour les 4 questions portant sur le sommet de la trajectoire vraiment s'écrouler. Donc, si on fait un résumé, on a des sections qui sont systématiquement en vert sur les 2 tests, et puis on a un problème avec les chimistes d'un côté et avec les VT de l'autre. Alors, on a voulu du coup regrouper toutes les sections en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on a appelé les étudiants, les sections en tout cas réceptives à l'enseignement, c'est-à-dire qu'on a constaté chez eux une évolution positive de leur score. Donc, on a finalement les sections que j'ai régulièrement citées tout à l'heure.
Ça reste évidemment très subjectif hein, comme classement. On a des sections qu'on va appeler résistants à l'enseignement pour lesquelles on a peu ou pas d'évolution. C'est le cas par exemple des ingénieurs civils et ingénieurs architectes, aussi des informaticiens des sciences dentaires. Et puis des sections qu'on va considérer comme faisant partie de la catégorie confus face à l'enseignement, où on va avoir des évolutions chaotiques. Je n'ai pas cité les pharma, mais on a repéré quelques éléments troublants chez les pharma. On a vu très clairement dans les graphiques le cas des étudiants en chimie et en médecine vétérinaire. Alors, si on se rappelle un petit peu des caractéristiques de chacune de ces sections, ben, on voit qu'on a uniquement les médecins dans la partie réceptif à l'enseignement qui ont présenté un examen d'entrée et les autres sections à examen d'entrée se trouvent dans la catégorie résistant à l'enseignement. On peut par exemple considérer que allez, c'est de la matière de secondaire et c'est clairement affiché comme tel et ils vont se dire, ben, moi j'ai réussi l'examen d'entrée, je n'ai pas besoin de ça, peut-être ont-ils moins pris au sérieux ce test ou simplement peut-être sont-ils plus persuadés de leur connaissance que d'autres étudiants n'ayant pas présenté l'examen d'entrée. Alors, ce qu'on a voulu aussi regarder, c'est quelles étaient les méthodes d'enseignement pour les séances d'exercice. Donc, ce qu'on a appelé les méthodes actives, c'est des séances d'exercice où, à un moment donné, une place est laissée aux étudiants et donc où les étudiants vont finalement résoudre leurs exercices à un moment donné par eux-mêmes, toujours évidemment encadrés par un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique, mais où ce n'est pas simplement un assistant qui va gratter au tableau pendant 2 heures les exercices. Et alors, un troisième regard, c'est le fait d'avoir ou non des activités en ligne. Alors, encore une fois, hein, pour la première catégorie, bon, ben, c'est relativement binaire. Il y a examen d'entrée ou il n'y a pas examen d'entrée. On peut encore discuter sur le fait qu'en médecine, en bisterie, ils sont testés sur la physique, ce qui n'est pas le cas pour les 2 sciences de l'ingénieur. Le côté méthode active des exercices, ben, on a pour le moment très peu d'infos sur la manière dont ça se passe concrètement dans les différentes classes. Donc, on les a classés globalement dans méthode active de résolution d'exercices, mais c'est probablement plus compliqué que ça. Il faudra probablement plus aller fouiller en profondeur cet élément-là. Et puis, pour ce qui est des activités en ligne, ben, on a simplement regardé est-ce qu'il y a un cours, par exemple, e-campus ou autre, et est-ce qu'ils ont l'occasion de faire quelque chose. Maintenant, rien ne dit, simplement, de nouveau, c'est une valeur binaire, c'est ils ont un cours en ligne ou non. Rien ne dit à quel point ce cours en ligne est développé fortement ou est simplement un dépôt de documents PDF avec parfois l'un ou l'autre test. Voilà, donc ce qu'on a voulu aussi regarder, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même, c'est l'évolution des profils. Donc je vous disais tout à l'heure qu'en fait sur les 16 profils, il y a 8 profils qui ont une réalité physique et 8 profils qui n'ont pas de réalité physique. Ben, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même un bon 2/3 des étudiants qui, au sommet toujours, hein, c'est uniquement en se concentrant sur le sommet, ce graphique-ci, était déjà dans le bon mathématiquement en présentant un profil de réponse qui avait une réalité physique. Maintenant, ce qui est interpellant, c'est quand même 10% de la population globale, toutes sections confondues, qui avait sélectionné un profil mathématiquement et physiquement correct, ou en tout cas réaliste au départ, et qui ont sombré vers un profil non physique ou non mathématique par la suite. Alors, on voit des évolutions intéressantes dans les sections habituelles, donc kiné, maths et sciences biomédicales. On voit déjà qu'on avait des très bons taux en info, en ingé et en médecine. Bon, ben, hormis info, il y a probablement un effet de l'examen d'entrée qui est visible ici. Et puis, on a quelque chose de beaucoup plus chaotique chez les VT. Il est peut-être à parier que les VT ont un peu pris par-dessus la jambe ce deuxième test parce qu'on a vraiment des réponses qui sont très chaotiques et du coup assez difficiles à analyser. Et ça, c'est vraiment une information par rapport à laquelle on n'a pas de mesure possible. Je vais passer cette partie-là, désolé. Donc, qu'est-ce qu'on voit Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a quand même des problèmes de conception spontanée qui persistent malgré l'enseignement et des problèmes de mauvaise compréhension, en particulier mathématiques, dans l'ensemble des sections. Parce que ici, les résultats peuvent sembler encourageants et sembler relativement exceptionnels. Encore une fois, dans les résultats que je vous ai présentés ici, on a considéré la réussite à 50% sur de la matière qui a déjà été vue en 4e et 5e secondaire. Et ce qu'on constate aussi, c'est que selon les paramètres qu'on a fixés pour le moment, donc examen d'entrée, méthode active pour les exercices et cours en ligne, il est difficile d'isoler l'une ou l'autre section.
Donc nous, la réponse qu'on a voulu apporter, c'est une réponse un peu plus globale et c'est une autre vision que celle qui est généralement développée à l'université ou dans les hautes écoles ou encore dans les écoles secondaires. C'est de produire une vidéo, par exemple une vidéo interactive dont le but serait d'aider l'étudiant, à se rendre compte de ses erreurs en les visualisant. Donc le fait que, et vous allez voir l'exemple juste après de la vidéo interactive, l'étudiant va cocher les différents paramètres et en fait, en fonction de la combinaison de paramètres qu'il aura sélectionné, la suite de la trajectoire va correspondre à sa sélection et à sa combinaison de paramètres. Et donc nécessairement, l'étudiant s'attend à avoir la trajectoire parabolique. S'il choisit une mauvaise combinaison de paramètres, il verra directement qu'il est dans l'erreur et il pourra tenter de corriger par lui-même en jouant avec les différents paramètres possibles dans cette vidéo interactive. Alors, en termes de perspective, on va essayer de mieux comprendre l'impact globalement de l'écologie d'apprentissage sur ces conceptions de base et sur la compréhension de base. Donc, on va essayer justement de voir, d'aller fouiller un petit peu plus en profondeur sur les méthodes qui sont développées dans la séance d'exercice, sur les différences de développement de cours en ligne. On va évidemment essayer de comprendre ce qui s'est passé avec les sections faisant partie de la catégorie qu'on a appelée confus face à l'apprentissage. Est-ce que c'est simplement des étudiants qui ont pris le deuxième test par-dessus la jambe ou est-ce qu'il y a des soucis plus profonds que ça? Et pour ça, on va essayer, en tout cas, on va proposer aux différents responsables de cours un second test en début d'année académique prochaine, qui ne sera plus porté exclusivement sur le mouvement parabolique, mais qui portera sur l'ensemble de la matière qui est vue en secondaire dans les deux grandes orientations scientifiques, donc sciences de base et sciences générales, et via des exercices qui ont été validés dans la littérature scientifique. Et puis, on essaiera aussi de mesurer l'intérêt des étudiants par rapport au cours. Voilà, je vais passer la partie MOOC, mais voilà, dont vous avez déjà entendu parler un petit peu peut-être. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vais vous montrer maintenant une petite vidéo qui dure 2 minutes, si elle veut bien démarrer. Voilà. Donc là, en gros, la vidéo se présentera comme ça. Elle n'est pas encore montée comme une vidéo interactive, mais ce sera le cas évidemment dans le MOOC. Donc là, on voit le petit tome canon qui est mis dans son canon. La vidéo se mettra sur pause. Les étudiants vont devoir simplement, dans les différents cadres, aller indiquer si c'est égal à 0 ou différent de 0. Et en fonction de leur réponse, ils reverront la vidéo avec la suite de la trajectoire. Donc ici, c'est simplement une petite animation que moi j'ai faite pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ceci, c'est aussi, par exemple, c'est la bonne réponse. Donc, l'étudiant va indiquer que toutes les grandeurs sont non nulles, sauf VY. Et à ce moment-là, l'homme canon décrit sa trajectoire parabolique telle que imaginée initialement. S'il indique que toutes les grandeurs sont nulles, c'est un profil qui a une réalité physique, mais qui n'est évidemment pas correct. À ce moment-là, l'homme canon va simplement rester statique au sommet de sa trajectoire, puisque c'est à ce moment-là qu'on lui demande d'identifier différents paramètres. Ici, on est dans la même configuration, mais avec une accélération qui est non nulle. Donc, de nouveau, on est dans une configuration qui est réaliste d'un point de vue physique, mais qui est fausse. Et donc, il va s'arrêter avant d'accélérer vers le bas. Il y a encore des petites modifs à faire. C'est tout récent, c'est d'hier, ces vidéos-là, où les points doivent être inversés, doivent être plus proches, évidemment, au-dessus qu'en bas, mais ça, c'est les corrections qui vont être apportées. Ici, on est dans une configuration où on est dans la bonne réponse, sauf l'accélération qui est déclarée par l'étudiant nul, et donc simplement, encore une fois, la trajectoire correspondant à la combinaison de réponses va se passer, et le petit homme canon va continuer son mouvement en ligne droite horizontalement. Et puis, si par exemple, on arrive à une combinaison qui est impossible, par exemple, dire, comme je le disais tout à l'heure, les composantes sont nulles, mais la norme du vecteur est non nulle, à ce moment-là, il sera notifié à l'étudiant que il a un souci de compréhension majeur et que là, ça n'a simplement plus de réalité physique. Voilà, voilà, qui termine ma présentation.